On parle d'égalité, mais en vrai, nos parcours de vie sont tellement différents qu'il est difficile de quantifier ce qui est égal. On avance dans nos train-train quotidiens, parfois sans trop se soucier de qui on croise. À défaut d'être égaux, nous sommes semblables. On parle d'inclusion sans blabla, mais ça veut dire quoi ? Inclure sans blabla, c'est permettre à plus de 200 000 personnes de trouver le chemin vers la formation ou l'emploi. Aujourd'hui, je n'existe pas sans le nous. Il y a celles et ceux qui ouvrent des voies, qui donnent de la voix à celles et ceux qui n'en ont pas. Alors semblable, ce sera sans blabla, et ce sera surtout avec des actions concrètes pour marcher ensemble, les uns et les unes à côté des autres. Dans cette saison Agir autrement, nous aurons le privilège d'accueillir des personnes concernées qui s'engagent, des personnes qui ont mis au cœur de leur modèle l'humain tout entier, dans sa diversité et dans sa complexité. Comment on inclut sans blabla ? Il y a plusieurs méthodes à ça. De grandes études, des missions humanitaires très jeunes, une volonté assumée de s'impliquer pour les autres, c'est dans votre enfance que sont ancrées les racines de votre engagement. Vous avez grandi en Guadeloupe et très tôt avez fait face à l'injustice sociale comme à de fortes tensions entre communautés. De cette jeunesse, vous puisez la volonté d'agir pour les autres. Plus tard, vous passerez plusieurs mois en Inde et y découvrirez le microcrédit auquel vous consacrerez un mémoire. Cet outil ne sera pas qu'un objet d'étude. Grâce à lui, vous allez prendre conscience des ressorts que l'économie peut offrir au service du développement et de l'indépendance. Vous travaillerez ensuite comme conseillère pour une grande firme et lors de la dernière année, que vous consacriez au mécénat de compétences, vous rencontrerez celui qui allait devenir votre responsable chez Emmaüs. D'abord venu pour observer et accompagner, vous concluez une fois à bord qu'Emmaüs doit intégrer le monde digital pour perdurer et accoucher d'un modèle qui lui permettra de parler aux jeunes générations. Vous cofondez alors le label Emmaüs avec la volonté de prolonger les activités et les valeurs d'Emmaüs sur le web, notamment en formant les personnes éloignées de l'emploi au métier d'un web plus solidaire. Julie et moi sommes très heureux que ce nouvel épisode du podcast Semblable vous soit aujourd'hui entièrement consacré. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai une première question toute simple. Maude, comment allez-vous ? Très bien, merci beaucoup Rodolphe. Alors, vous avez d'abord fait du conseil en interne pour Emmaüs. Et aujourd'hui, vous êtes à la tête de Label Emmaüs. D'abord, qu'est-ce que c'est Label Emmaüs, Maude Sarda ? Alors, Label Emmaüs, c'est le prolongement en ligne du mouvement Emmaüs qu'on connaît un peu tous finalement, qui n'est jamais allé chez Emmaüs apporter des objets, chiner solidaires ou voilà, à minima n'en a pas entendu parler. On connaît tous Emmaüs, ça fait partie de ce paysage, de ce patrimoine français finalement. Il y a un capital sympathique qui est ça extraordinaire quand même pour Emmaüs en France. Et donc Label Emmaüs, c'est un peu la même chose qu'un Emmaüs physique, mais en ligne. C'est un bric-à-brac géant sur lequel on va pouvoir chiner solidaire tout type d'objets, des livres, de l'high-tech reconditionné, de la déco, des meubles, des vêtements, des accessoires. Et tous ces produits ont été mis en ligne un à un par des personnes en insertion, les compagnons d'Emmaüs qu'on connaît bien aussi. Et c'est un projet qui est là pour former des personnes éloignées de l'emploi au métier de demain, dans le numérique, la logistique, le e-commerce. Pouvez-vous nous raconter comment on passe de l'un à l'autre, d'Emmaüs classique à Emmaüs digital ? Alors, c'est à la fois simple et très compliqué. Pourquoi c'est simple ? Parce que finalement, on se fait souvent une montagne d'Internet, du numérique et aujourd'hui, il y a des compagnons qui, avant, triaient des vêtements, tenaient les stands de vente dans des Emmaüs et qui sont tout à fait capables de mettre en ligne des produits, de créer des fiches produits sur Internet, de gérer des commandes, de faire des colis et de finalement s'occuper de leur petite boutique en ligne comme ils s'occupaient de leur stand. Donc ça demande de la bonne volonté, ça c'est sûr, parce que c'est beaucoup de travail quand même, la mise en ligne des produits, ça prend du temps, beaucoup de sérieux dans le service client, mais sinon c'est quand même du bon sens, ça reste de la vente, voilà, du commerce. Après, là où c'est compliqué, c'est que justement on s'en fait une montagne et donc il faut convaincre. Il faut convaincre que ce n'est pas réservé à d'affreux capitalistes
que de faire du e-commerce et que finalement tout ça, ce n'est qu'un outil comme un autre. On prend des camions pour aller collecter chez les gens et on prend son ordinateur pour rentrer en contact avec de nouvelles générations, de nouvelles habitudes de consommation, tout simplement. Du coup, les stocks qui sont présents chez Label Emmaüs, ils sont tirés des stocks des Emmaüs classiques. Est-ce qu'il y a une sélection qui est faite sur les articles ou en fait c'est, on va dire, 2 canaux de collecte différents? Alors effectivement, la collecte, elle est unique, hein. Donc ce sont les personnes qui vont donner des produits à Emmaüs classiquement. Ça peut être des entreprises aussi qui, avec les lois anti-gaspillage récentes, ça pousse heureusement les marques à donner plutôt que jeter ou détruire. Donc on a aussi des invendus neufs par exemple. Et donc dans tous ces dons qui nous sont faits, il y a un tri qui alimente les boutiques physiques et qui aujourd'hui alimente aussi la boutique en ligne. Alors tous les Emmaüs n'ont pas forcément une boutique en ligne sur Label non plus, hein. Il y en a une 60aine aujourd'hui qui alimentent le site sur les 200 structures qui pourraient le faire, qui ont une activité de réemploi solidaire. Mais il n'y a pas non plus que des Emmaüs sur notre site. Il y a aussi des ressourceries, il y a des associations de la Croix-Rouge, des structures de la Fédération Envie. Donc c'est vraiment la marketplace de l'économie sociale et solidaire au sens large. Et donc dans tous ces produits qui sont donnés, il y a un tri. Alors ça va être des critères différents qui dépendent un peu de la structure. Elle est complètement autonome dans le choix de ce qu'elle veut vendre en ligne. Forcément, ça met plus de temps de vendre un produit en ligne que de le vendre en magasin. Ça demande beaucoup plus de travail. Donc elle va avoir tendance à privilégier des produits qui sortent un peu de l'ordinaire, pour lesquels il n'y a pas forcément de vendeurs d'acheteurs localement. Voilà, donc souvent vintage, un peu de collection. Mais il y a aussi des produits très accessibles, pas chers du tout, des livres à 2 €. Donc il y a un peu de tout finalement. Et du coup, c'est géré en local, c'est ça que vous expliquez, c'est une marketplace en fait. Tout à fait. C'est vraiment le fonctionnement du marketplace et c'est à la fois volontaire pour permettre à des personnes de vraiment monter en compétences. Donc le compagnon chez Emmaüs qui va gérer sa boutique en ligne sur Label, il va vraiment passer par tous les stades des tâches en fait du e-commerce, hein. Il sélectionne, il fait du shooting photo aussi, il peut faire de la retouche photo, il va faire de la rédaction web pour son annonce, faire du service client, de la logistique, du conditionnement. Et donc voilà, c'est à travers toute cette chaîne de compétences qui va apprendre plein de choses transférables dans plein de métiers et d'univers différents. Et ça se vérifie, hein, parce que nous, on est une entreprise d'insertion. Donc, on a des personnes qui sont en insertion dans nos équipes. Aujourd'hui, on a 200 structures de l'économie sociale et solidaire qui vendent sur Label Emmaüs. Donc, finalement, on fait de l'insertion à la fois chez eux, indirectement, avec leurs salariés, les personnes qu'ils accueillent, et puis nos propres équipes, hein. Nous, on a 60 salariés dans la coopérative Label Emmaüs et il y a plus d'un tiers en parcours d'insertion. Et les taux de sortie sont quand même assez impressionnants. Enfin, on est entre 70 et 85% de taux de sortie positive selon les années. Donc oui, ça marche bien. Et ça ne marche pas que pour aller travailler dans un entrepôt logistique. Voilà, il y a absolument personne qui est parti travailler chez Amazon après être passé en insertion chez Label Emmaüs. Donc on peut faire, on peut se servir de ces compétences dans plein d'univers différents. Là, en vous écoutant, on le devine, mais pourriez-vous nous dire ce que sont les valeurs qui guident le travail d'Emmaüs, Label Emmaüs, pardon? Les mêmes que les valeurs qui guident Emmaüs. C'est-à-dire que c'est les valeurs, moi, qui m'ont fascinée quand je suis arrivée dans ce mouvement. C'est de ne pas faire pour les gens, mais de faire avec les gens. Donc, on va réfléchir à une activité économique avec au cœur de cette activité les personnes qu'on accueille et qu'on a envie d'aider dans la vie. Donc, ça ne sert à rien de créer une activité qui ne sera pas un support d'insertion professionnelle, qui ne sera pas une passerelle pour ces personnes-là. Donc, ça veut dire avoir les outils adaptés, les procédures de travail adaptées pour qu'ils soient au cœur de la machine avec nous, qu'ils soient au cœur de la gouvernance aussi, donc qu'ils aient une place dans les décisions, les orientations, que voilà, ils aient droit au chapitre. On n'utilise pas le mot bénéficiaire, par exemple, chez Emmaüs. Nous n'avons pas de bénéficiaires. Nous avons des compagnons, des salariés, des personnes qui font des sociétaires d'une coopérative, qui sont des personnes qui sont actrices du projet, comme n'importe quelle autre personne. Et puis, il y a la valeur de pousser toujours plus loin la lutte contre les exclusions. Donc, c'est de ne pas prendre comme un acquis
le fait qu'il y ait des univers où il n'y ait pas de personnes peu qualifiées, où il n'y ait pas de personnes avec des profils différents. Donc, le monde de la tech, c'est un monde qui est particulièrement discriminant. Il y a déjà que 17% de femmes dans ce monde, donc ça, c'est grave. On est même en dessous des 22% de la moyenne européenne, qui est déjà pas terrible. Et puis alors, n'en parlons pas côté profil académique. À part des bac+5 d'école de commerce et d'ingénieurs, voilà, c'est compliqué de trouver autre chose. Donc, c'est pas parce que c'est comme ça que c'est impossible que des personnes avec d'autres profils s'insèrent. Et donc voilà, on aime ce type de challenge chez Emmaüs aussi. Aller là où on nous attend pas, dans des univers ultra concurrentiels. Et chez Label Emmaüs, c'est très fort, cet état d'esprit un peu frondeur. Tant mieux, il en faut. Tout à Sinon, fait. on resterait sur quelque chose de conventionnel. On se demandait ce qui avait motivé l'arrivée de Emmaüs dans le e-commerce, mais surtout, on voudrait savoir qu'est-ce qui vous a motivé, vous, Maud, pour porter ce type de projet. Ça faisait quelques années que j'étais à Emmaüs France, la tête de réseau du mouvement, et j'avais le virus Emmaüs, quoi. Voilà, au bout de 4-5 ans déjà, à circuler un petit peu partout en France à la rencontre des Emmaüs. Je trouvais que ce mouvement était extraordinaire, d'innovation, de lutte, quoi. Vraiment, c'est un mouvement de résistance, de combat, et en même temps très moderne. Et c'était pas forcément vu comme ça en externe, hein, forcément, quand je parlais avec des personnes de mon ancienne vie, de ma vie chez Accenture ou de ma vie en école de commerce. Tout le monde trouvait ça super que je sois chez Emmaüs, mais bon, c'était dans l'esprit des gens, c'était quand même un peu poussiéreux. Enfin, c'est une vieille dame de 75 ans que tout le monde aime, mais on n'y voit pas forcément l'économie circulaire, on n'y voit pas forcément tout ce dont on parle aujourd'hui. En fait, on attend des modèles comme ça alors qu'ils existent. Ils existent depuis des décennies. Emmaüs a inventé l'économie circulaire avant l'heure. Et donc, j'ai eu envie, au bout de quelques années, de porter un projet qui permette de montrer toute la modernité d'un mouvement comme Emmaüs, et surtout un projet stratégique pour préserver cette solidarité dans les années à venir. Et à l'époque, en 2015, quand j'ai proposé au conseil d'administration d'Emmaüs France de réfléchir à la question de la vente en ligne, c'était un réflexe de survie, en fait, parce qu'Amazon avait déjà 20 ans, Le Bon Coin avait déjà 10 ans, et qu'on avait déjà beaucoup trop de retard. Donc tout simplement, voilà, c'est continuer à faire vivre Emmaüs dans les cœurs, dans les esprits, par tous les canaux qui sont possibles. Ce qu'il y a de sûr, c'est que là, en termes de critères de développement durable, il y a plein de cases que vous cochez avec Emmaüs et avec Label Emmaüs. Oui, et des cases qu'aujourd'hui, il n'y a pas tant de monde qui coche. Je le dis avec humilité parce que c'est pas Label Emmaüs, c'est Emmaüs qui porte ça depuis toujours. Mais le combat social, par exemple, il est un petit peu mis au deuxième plan aujourd'hui, le combat écologique. Et c'est pas normal parce que les deux vont ensemble. Il n'y aura jamais de transition écologique réussie sans combat social qui va avec, puisque ce sont les personnes en situation de précarité qui souffrent le plus et qui souffriront le plus de toute façon du réchauffement climatique. Donc si ce n'est pas avec elles qu'on mène ce combat-là, c'est perdu d'avance, à mon sens. Voilà, donc déjà ça, c'est sûr que j'insiste beaucoup là-dessus, et de la même façon que ceux qui sont dans le combat social doivent aussi s'emparer du combat écologique. Vous parliez d'entreprise d'insertion, Maud. Ça veut dire que Label Emmaüs emploie des personnes éloignées de l'emploi comme le ferait Emmaüs classique. Et donc, ça voudrait dire que Label Emmaüs utilise les emplois de l'inclusion ? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, très vite, on s'est créé en 2016 et en 2017, on lançait notre première entrepôt logistique nous permettant de devenir entreprise d'insertion. On est agréé avec le département du 93 et désormais aussi avec celui du 47 dans le Lot-et-Garonne, puisqu'on a un deuxième entrepôt logistique dans ce département. Aujourd'hui, il y a une vingtaine de postes d'insertion sur les 60 salariés de Label Emmaüs. Ce sont des postes de responsables e-commerce, quoi. Enfin, ils font du SAV, du service client pour la marketplace, mais aussi ils sont opérateurs e-commerce dans l'entrepôt pour mettre en ligne des livres. En particulier, on a beaucoup de livres dans nos deux entrepôts et j'en parlais tout à l'heure, voilà, ça marche super bien en termes d'insertion. C'est exactement la question que j'allais vous poser. J'allais vous demander combien de salariés en insertion vous avez, mais du coup, vous avez répondu. Nous, on n'en a pas beaucoup finalement. 20 postes en insertion, c'est tout petit comme structure d'insertion par rapport à d'autres. Mais ce qu'on essaie de porter, c'est aussi une vision
dans le monde de l'insertion, parce que il y a encore une majorité d'emplois dans le BTP, le service à la personne, l'entretien des espaces verts, et heureusement que tous ces métiers arrivent existent, parce que il y a beaucoup de personnes pour qui il faut être là, mais c'est important aussi d'aller explorer de nouveaux univers en termes d'insertion, et il n'y a pas de raison qu'on puisse pas en faire dans la logistique, le numérique, le e-commerce et plein d'autres secteurs. Et il n'y a pas que le monde associatif et le monde du social qui peut faire de l'insertion aussi. Les entreprises classiques, elles peuvent en faire, et dans tous les univers. Du coup, c'est pour ça que vous disiez que vous étiez entreprise d'insertion, vous n'êtes pas une association, vous êtes une entreprise à part entière. Oui. Et du coup, vous êtes une SCOP, c'est ça ? On est une SIC, on est une société coopérative d'intérêt collectif. Donc c'est une coopérative. La différence avec une SCOP, c'est qu'il n'y a pas que les salariés qui sont sociétaires, c'est toutes les parties prenantes. Donc nous, on a autour de 1700 sociétaires aujourd'hui. Et dans ces 1700, il y a aussi bien les 200 structures qui vendent sur la plateforme, que les salariés, que des clients qui ont envie de devenir sociétaires. N'importe qui peut devenir sociétaire en ligne en quelques clics. À partir de 20 €, on a rendu la part de notre capital très accessible pour ça. Et ça donne une richesse incroyable, parce que on va se retrouver avec tous ceux qui créent la chaîne de valeur et la chaîne de l'impact de Label Emmaüs pour prendre des orientations. Label Emmaüs fonctionne sur le don. Il n'y a pas ou très peu de subventions reçues pour son fonctionnement. Pourquoi est-ce important selon vous ? Alors, donc Label Emmaüs, je précise, c'est un modèle un tout petit peu différent d'un Emmaüs traditionnel. Donc, un Emmaüs traditionnel, il va recevoir des dons matériels et très peu de subventions publiques et privées. Effectivement, c'est essentiel dans notre modèle, parce que c'est cet autofinancement, cette indépendance financière, nous permet d'accueillir ceux qui doivent être accueillis, à savoir les personnes qui en ont besoin, quel que soit leur statut administratif, quel que soit leur parcours de vie, quelles que soient leurs compétences. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'accueil inconditionnel. Et Emmaüs est très attaché à cet accueil-là. Et on peut accueillir quelqu'un un jour comme toute une vie. Voilà, donc il n'y a pas de durée en fonction de subventions. Ça dépend des parcours de vie des personnes. Et ça nous donne aussi une liberté de ton, forcément. On peut interpeller, avoir le plaidoyer qu'on souhaite avoir. Après, Label Emmaüs, c'est une entreprise fiscalisée. Donc, on ne peut pas, évidemment, salarier tout type de personnes. On doit respecter un cadre légal et qu'on respecte, évidemment. Donc, là-dessus, c'est un peu différent. Et puis, comme on est une entreprise d'insertion, on a évidemment des subventions publiques pour cette action-là. Malgré tout, pour nous, c'est important, cette volonté d'être le plus autonome financièrement possible, même si on est une entreprise d'insertion. Donc aujourd'hui, nous, on a 25% à peu près de subventions dans notre budget total, mais on vise d'être à 10-15% maximum d'ici 2-3 ans. Voilà, d'être vraiment un modèle économique performant, rentable, pour avoir la capacité d'investir et de démultiplier notre impact. Ça me mène à la question suivante, justement. Amazon, c'est 7 millions de visiteurs par jour quand vous en totalisez 4 à 5 millions par an. Vinted, c'est 22 millions d'abonnés en France. Label Emmaüs, c'est 60 000. Quand Emmaüs parvient à lever 2 millions, Back Market enlève 450 millions. Comment se fait-on une place lorsque nos concurrents sont ce type de géants ? Alors déjà, on se fait une place grâce au nom Emmaüs. Voilà, heureusement qu'il existe, parce que ça remplace des millions d'euros de budget communication que nous n'avons pas. C'est évident. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de notoriété qui s'est développée déjà grâce au nom Emmaüs. Ensuite, on reste droit dans ses bottes et cohérent, avec une vision sur le long terme, et on ne cède pas aux sirènes de la marge, de la rentabilité. Et ça, c'est beaucoup plus facile à faire quand on n'a pas d'investisseurs comme ceux qui viennent au capital de Back Market, à savoir Goldman Sachs. Voilà, nous, notre recherche première, c'est l'impact. 100% de nos bénéfices sont réinvestis dans l'outil de travail. Les écarts de salaire sont de 1 à 3. Donc voilà, tout l'argent qu'on a, il est mis sur l'objectif d'impact. Ça finira par payer. Je pense que les consommateurs feront de plus en plus la différence entre, par exemple, ceux qui font de la seconde main, mais qui la font avec Goldman Sachs et qui la font en reconditionnant des produits à l'autre bout du monde, et ceux qui la font avec des personnes en insertion
reconversion en réinvestissant tous les bénéfices en France, sur les territoires. Voilà, je pense qu'on finira par faire ces distinctions. En tout cas, on n'a pas besoin de convaincre tout le monde. Il suffit qu'on ait 5-10% de la population qui fasse la différence et ça suffit pour faire un point de bascule. Magnifique. C'est sûr en plus. Mais j'allais vous poser une question sur justement, est-ce qu'il faut faire pareil que eux pour pouvoir réussir? Mais j'entends en tout cas dans votre réponse que vous disiez plutôt qu'il faut favoriser le local, il faut favoriser l'éthique, parce que bon, même s'il y a une action positive qui est portée par certains de ces autres groupes, que du coup il va falloir à un moment donné se différencier, et la différenciation en fait elle va se faire effectivement sur l'éthique et sur le local. Mais du coup, vous avez à nouveau déjà répondu à cette question-là. Ça m'amène à la prochaine, du coup. Si on veut être un investisseur à impact, quelle doit être la première règle à mettre en place, d'après vous? Eh bien, mettre l'impact en premier lieu de sa décision d'investissement, ce qui n'est pas le cas. Donc, c'est pas normal qu'aujourd'hui des modèles coopératifs, qui sont certainement pas les seuls à pouvoir garantir de l'impact. Il y a plein de sociétés commerciales en SAS qui ont beaucoup d'impact. En revanche, on ne pourra jamais garantir que cette entreprise ne sera pas un jour vendue au plus offrant et changer complètement d'orientation. Une coopérative, ça assure de façon vraiment pérenne dans le temps que les bénéfices seront toujours réinvestis dans l'outil de travail et partagés entre les parties prenantes, quoi, ceux vraiment qui sont au charbon tous les jours pour cet impact. Et ça devrait guider l'investissement solidaire en priorité sur les coopératives. À impact équivalent, on devrait prioriser les coopératives. Eh ben, c'est pas le cas. C'est loin d'être le cas d'ailleurs, puisque lever des fonds quand on est une coopérative, c'est le parcours du combattant, parce qu'il n'y a pas de dividendes, parce qu'il n'y a pas de valorisation, que quand on prend 100 € de capital de Label Emmaüs aujourd'hui, même si on fait x100 dans les 5 années à venir, ça sera toujours 100 €. Et donc ça, décorréler la rémunération du capital et l'impact, les investisseurs, ils savent pas le faire pour l'instant. Voilà. Alors à la limite que, de nouveau, Goldman Sachs, décidément, c'est leur quart d'heure aujourd'hui, savent pas le faire. Bon, ça peut s'entendre. Je pense qu'il y a vraiment aujourd'hui une urgence à ce que les fonds publics, j'envoie un petit message à la BPI, la Banque des Territoires par exemple a investi dans le capital de Label Emmaüs, donc comme quoi c'est possible. Il faut que les fonds publics soient prioritairement orientés vers ce type de structure pour montrer l'exemple, pour montrer la voie. C'est sûr que ça dénote clairement avec les actualités qu'on voit, avec la distribution des dividendes aux différents actionnaires, au détriment, on va dire, des équipes, des salariés, des personnes qui sont au charbon, comme vous disiez. En tout cas, je précise, moi personnellement, ça m'émeut en fait de parler de tout ça, parce que je me dis qu'il y a encore vachement d'espoir qu'on ait des sociétés qui se transforment et qui passent au-delà de toute cette partie-là, en fait, de placer l'impact effectivement avant toute la partie financière qui nous motive au final pour rien, parce qu'on l'emportera pas avec nous, quoi. Donc je te laisse passer à la question suivante, Rodolphe. Non, mais je te rejoins pleinement. Ça fait du bien de vous écouter parler, Maud. Ça fait vraiment du bien d'entendre ce que vous dites. Et donc, moi, la question suivante, c'est quelque chose que j'avais lu en faisant les recherches pour vous interviewer aujourd'hui. Donner une seconde chance à ceux qui n'en ont jamais eu une première, c'est une pensée que vous diffusez. La Belle École semble être votre plan dans ce sens. Du coup, est-ce que vous pouvez nous parler de la Belle École? La Belle École, c'est le rêve d'aller jusqu'à la certification des compétences. Chez Emmaüs, il n'y a jamais eu de diplôme. Et c'est vrai que moi, j'étais assez frappée par le fait qu'il y a quelques années, il y avait même des salariés qui avaient honte de mettre le nom Emmaüs sur un CV pour s'insérer. Et moi, j'ai voulu renverser cette pensée-là. J'ai voulu que les personnes, à la fin, soient fières de ça, de pouvoir mettre Label Emmaüs sur leur CV et de dire qu'ils ont décroché un diplôme. Et donc, la Belle École, c'est né en 2019. Au début, on a été soutenu par la Grande École du Numérique. C'est comme ça qu'on a lancé notre première promotion. On a testé 6 mois de formation au e-commerce avec des personnes peu qualifiées. Nos apprenants, ils ont le bac maximum, quoi.
pour la plupart. Et beaucoup d'entre eux n'ont pas le bac. Donc voilà, ils arrivent avec... ils sont assez fâchés même avec l'école, hein, c'est pas mal des profils de décrocheurs. Et finalement, ils sont capables de relever un défi qui est quand même incroyable, quoi. En à peine 6 mois, ils vont décrocher une certification d'équivalence bac plus 3 avec un jury extérieur qui vient les noter. Et c'est un diplôme d'État, au RNCP. Donc ça, c'est une très grande fierté. Ils sont aujourd'hui 86% à décrocher la certification au bout du parcours de formation. Et ils sont concepteurs, designers UI. Alors malheureusement, ça suffit pas à faire tomber les barrières qui existent dans le monde de la tech, mais certains arrivent quand même à décrocher des alternances, par exemple, continuer avec de la formation qualifiante. Et beaucoup vont travailler dans des PME, des TPE, comme responsables e-commerce. Ils savent faire un petit peu de tout, en fait. Ils savent faire du graphisme, ils savent faire un petit peu de développement informatique, ils savent définir une stratégie digitale, ils sont community managers, etc., etc. Des vrais couteaux suisses. Et en tout cas, en termes d'insertion, ça marche très, très bien. Pas spécialement dans la tech, mais dans d'autres univers. Je rebondis sur ce que vous dites là avec toutes les compétences que ces personnes peuvent avoir. Est-ce que vous travaillez avec d'autres associations, entreprises d'insertion que celles du réseau Emmaüs, du réseau Envie, etc., sur vos achats par exemple? Est-ce qu'il y a d'autres structures? Est-ce que c'est dans la politique aussi de l'entreprise en fait de bosser en priorité avec des entreprises d'insertion sur différents sujets? Et si oui, quels exemples vous auriez à nous partager? Oui, alors ça, on essaie de l'appliquer dans tout, y compris là où est notre argent. C'est ça le plus important. Donc, on est au crédit coopératif, par exemple. Et après, dans les transporteurs, c'est jamais simple de trouver des solutions éthiques. Et c'est sûr que voilà, alors on essaie en tout cas de choisir ce qui est le plus écologique. Les pratiques commerciales sont vraiment scrutées de près chez nous, les pratiques aussi envers les clients. Donc, par exemple, le retour, il est payant. On essaie de le limiter au maximum. Il y a moins de 4% des commandes qui sont remboursées et qui font l'objet d'un retour. Il y a 80% des vendeurs qui utilisent que de l'emballage de récupération. Voilà, il y a plein de choses comme ça sur lesquelles on va, alors que ça ne va pas faciliter les commandes. C'est pas ça qui va nous faire gagner des clients, mais où on essaie d'avoir évidemment le moins d'impact négatif possible en faisant du e-commerce. Et ça, déjà, c'est une idée reçue que le e-commerce c'est pire que le commerce physique. Ça dépend juste des pratiques commerciales, et c'est le cas pour tous les secteurs d'activité en fait. Il n'y a pas un secteur qui est mauvais par essence. Ça dépend juste des pratiques qu'il va avoir à l'intérieur de ce secteur. Du coup, vous restez très aligné avec les valeurs de Emmaüs et de Label Emmaüs, même dans vos pratiques en interne. Nous, on a un super outil qui s'appelle le marché de l'inclusion, qui permet, par exemple, de trouver un traiteur pour un déjeuner d'équipe ou pour des séminaires, etc. Est-ce que vous, il y a des actions comme ça que vous allez chercher dans des entreprises d'insertion? Ah complètement. Déjà, par exemple, tous les séminaires, les AG, etc., on n'a jamais eu autre chose qu'une entreprise d'insertion pour venir tenir la restauration. Mais nous, c'est une seconde nature. On se pose même pas la question, effectivement. C'est aussi pour ça que je vous la pose. C'est pour ça qu'on fait partie de l'alliance des licornes aussi, licorne avec 2 O, avec Enercop, Railcop, Common, Télécop, la Nef. Voilà, on est toutes des SIC dans des univers professionnels très très différents, mais on essaie de montrer que des alternatives solidaires sont possibles à créer partout dans l'énergie, la mobilité, etc. Et on fait beaucoup de coopération économique aussi entre nous. On parle à nos clients respectifs des solutions des autres, et on lève même des fonds ensemble. Voilà, c'est aussi pour montrer que dans l'économie, on peut être dans une coopération et sortir de ce culte de la compétition à tout va, que j'ai appris en business school, évidemment. Ouais, c'est sûr. On se déconstruit après. En fait, on voit que dans la vraie vie, on peut faire différemment. Et ça marche aussi avec les clients. C'est un côté positif. À vous entendre, Maud, on se rend compte de ce que ça représente que d'emmener Emmaüs dans le monde digital, et on mesure combien c'est pas une mince affaire. Quelles ont été vos plus grandes ressources ou vos soutiens tout au long du parcours? Alors, déjà, je pense qu'il y a eu un soutien quand même de poids à l'époque. C'était le président d'Emmaüs France, Thierry Kuhn, qui est directeur d'une structure d'insertion Emmaüs Mindelsheim près de Strasbourg, et il y croyait à ce projet. Donc, il a vraiment porté politiquement le sujet.
et il s'est battu à mes côtés et c'était pas simple. C'est toujours pas simple. Il y a vraiment une image très négative en fait qui circule autour du e-commerce. Je pense que ça peut être partagé par un peu tout le monde, même quand on achète en ligne. Souvent, finalement, on n'associe pas quelque chose de très positif dans son esprit au e-commerce. Je pense qu'on s'est tellement marqué par des figures comme Jeff Bezos, des pratiques comme celle d'Amazon. Voilà, donc on a plutôt une idée très négative. Et effectivement, il y avait quand même des gens qui étaient vraiment très choqués au sein d'Emmaüs qu'on puisse aller dans ce secteur d'activité. Et puis les alliés que j'ai eus, c'est ceux du terrain. C'est vraiment c'est parce que j'ai construit le projet dès le début avec des compagnons, des bénévoles. J'ai monté un comité de pilotage pendant 1 année avant que le projet voie le jour, où tous ensemble on a phosphoré, on a réfléchi. J'ai pris leur avis. Vraiment on a construit ensemble le projet, même les maquettes du site. On les a réfléchis ensemble. Ils avaient jamais vu ça, les prestataires. On arrivait à 10 en réunion avec l'agence digitale, avec des compagnons de l'autre bout de la France, avec des bénévoles de 75 ans, et ça a pris peut-être un petit peu plus de temps que pour d'autres projets, mais n'empêche que ces gens-là sont des ambassadeurs en fait. Ils se battent pour que ce projet il perdure, il se développe. Donc c'était un choix gagnant, je pense, quand même sur le long terme. Dans le podcast Semblable, on aime bien donner de la voix à des organisations qui ont moins d'audience ou des personnes. Est-ce qu'il y a une organisation ou une personne que vous souhaiteriez mettre en lumière qui, j'imagine, ira dans le sens de la coopération, du solidaire, de l'économie circulaire? Alors, j'ai envie de mettre en lumière une initiative d'Emmaüs. Alors, c'est peut-être pas très sympa pour les autres organisations. Je parle encore d'Emmaüs, mais ça compte. Mais je trouve que c'est un projet qui est méconnu chez Emmaüs et qui est celui, moi, qui me fascine le plus. Ce sont des fermes qui accueillent des détenus en fin de peine. Aujourd'hui, en France, il y a vraiment très très peu d'aménagement de peine. Et c'est un problème. La prison est là pour protéger la société, punir, mais elle est aussi là pour réinsérer les personnes. C'est écrit dans les missions de la prison et on n'est pas loin de 40% de récidive, donc on peut dire que c'est un échec à ce niveau-là. Et donc l'aménagement de peine, c'est une des solutions pour développer une meilleure réinsertion des personnes. Et ces fermes qui existent chez Emmaüs, donc il y a quelques années il y en avait qu'une et aujourd'hui elles sont 4 ou 5 un petit peu partout en France. Et donc elles accueillent des personnes sur 6 mois, 1 an de fin de peine. Les gens n'ont pas le droit de sortir de cette ferme, mais la journée ils sont avec des animaux, ils sont en train de faire pousser des plantes. Le week-end leur famille peut venir les voir, les enfants viennent nourrir les animaux avec eux et ils se raccrochent petit à petit à la société après de très longues peines pour certains. Et eux ils ont un taux de récidive qui doit être moins de 10%. Donc moi j'aimerais qu'on arrive à avancer sur ces questions-là de façon rationnelle, posée, sans débat idéologique, juste en regardant les chiffres et en voyant ce qui marche et ce qui marche pas. Du coup, est-ce que vous pourriez préciser comment elle s'appelle cette initiative? Est-ce qu'elle a un nom particulier? C'est les fermes d'Emmaüs, donc il y a la ferme de Moyen-Brie, il y en a d'autres qui sont plus vers Pau, il y en a qui sont en Bretagne, il y en a plusieurs. Vous avez dit qu'il y en avait combien tout à l'heure? Je pense qu'il y en a 5 aujourd'hui. Bon, ce sera peut-être l'occasion de faire un post et de les mettre en lumière aussi. Oui, il y a une ferme pour les femmes d'ailleurs. Il y a très peu d'aménagement de peine en général, mais alors pour les femmes, encore moins. C'est souvent le cas. Selon vous, Maud, comment peut-on favoriser l'inclusion quand on est un entrepreneur dans sa propre aventure entrepreneuriale? Il faut la penser dès le début en fait, parce que moi je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui créent aujourd'hui des entreprises avec dans l'esprit le bien commun. Qui font pas ça pour s'enrichir, qui ne sont pas obsédés par l'idée de le revendre quelques années plus tard, des millions, mais souvent ils le font sous forme commerciale classique parce qu'ils ont entendu que c'était beaucoup plus facile de lever des fonds comme ça, et c'est vrai que c'est plus facile techniquement, mais qui va venir investir au capital? On sait jamais ça. Qui va venir prendre le pouvoir du coup avec l'argent qui sera investi? Et souvent j'entends je développe d'abord mon activité et puis quand c'est rentable je vais y intégrer de la RSE, je vais faire une fondation, etc. Mais ça, on prend le problème à l'envers. Il faut créer les modèles qui, dès le départ,
intègre structurellement l'impact, parce que sinon ça sera toujours anecdotique, ça passera toujours au second plan. Donc voilà, moi mon conseil, c'est de réfléchir à l'impact dès le début et de réfléchir ensuite à un business qui va maximiser cet impact en étant rentable, si possible, quand même. Aujourd'hui, selon vous, quel est le futur pour Label Emmaüs ? Alors, on n'a pas des rêves de grandeur. Enfin voilà, nous on n'est pas dans des délires de devenir très gros, d'aller à l'international. c'est pas du tout notre truc. Nous, on se voit inspirationnel en fait. On a envie de prouver que ça peut être rentable tout ça, et c'est pas encore le cas. Donc voilà, on est très acharné sur le développement de notre modèle économique pour que d'ici 3 ans vraiment on y soit à la rentabilité, et qu'on prouve une bonne fois pour toutes qu'on peut faire de l'impact à tout niveau et en plus être rentable dans un secteur où les gens sont pas trop rentables globalement. Et puis là, en ce moment dans la tech, ça va pas très fort. Back Market dont on parlait, ils ont levé 450 millions il y a 1 an et ils sont déjà en train de licencier des personnes. C'est quand même assez hallucinant, quoi. Donc nous, on veut renverser cette façon de construire les modèles économiques, mais ensuite, on se voit pas forcément très gros. On veut inspirer, surtout. Super. On va arriver à la fin de cet épisode. Est-ce que vous souhaitiez nous partager quelque chose en particulier qu'on n'aurait pas évoqué, qui vous tient à cœur ? Est-ce qu'on a tout énuméré ? Non, je pense pas, mais... Non, mais en tout cas, j'insisterai sur ce mot inclusion. Il mérite d'avoir des podcasts, il mérite d'avoir des têtes d'affiche, il mériterait beaucoup plus de porte-parole. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment un déficit de communication sur ces notions-là, qui sont vraiment le ciment de notre société. Et voilà, donc merci pour ce que vous faites, et j'espère que vous allez inspirer vous aussi. C'est vous qui allez inspirer pour le coup. Oui, merci à vous, Maud. Merci beaucoup. On arrive à la fin de cet épisode. Nous vous remercions beaucoup, Maud, d'avoir accepté de répondre à notre micro. Cet épisode du podcast Semblable vous a été présenté par Julie, moi et Rodolphe. Il est propulsé par la plateforme de l'inclusion. Semblable met en lumière l'action des personnes qui choisissent d'agir autrement et de placer l'humain au cœur de leurs actions. Si vous souhaitez donner de la voix aux initiatives inclusives, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain. D'ici là, n'hésitez pas à croire en vous.